Les pluies ont été soutenues toute la nuit et ce matin, les vigilances jaunes et oranges ont été déclenchées assez tardivement. Il y a eu des dégâts dans certaines communes. Le mauvais temps est à la une de notre édition de ce soir. Un homme originaire de Marie-Galante a pourri 5 jours dans une voiture en bordure de la Riviera. A-t-il été tué? Est-il décédé de mort naturelle? Une enquête est en cours pour lever les interrogations sur cette découverte plutôt macabre. Les plages de la Grande Terre subiraient-elles une invasion de méduses? De plus en plus de bestioles sont ramassées. L'augmentation de la température ne serait-elle pas en cause? Les explications à venir d'Isabelle Hamon. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir chez vous pour le développement de l'actualité de ce mercredi 24 août 2016. Il n'y a pas eu d'alerte hier soir et pourtant il pleuvait sur l'ensemble du territoire guadeloupéen. À 3h04, l'alerte jaune a fini par être déclenchée. La situation empirant, l'alerte orange était déclenchée à 5h11. Du coup, les habitants ont été surpris par l'ampleur de ces événements non annoncés. Dans certaines communes, il y a eu des dégâts. À TV Guadeloupe, au cœur de votre vie quotidienne, avec ce reportage de Patrick Curie et de Moïse Dexter. Au lendemain du déclenchement de la vigilance orange dans la commune de Sainte-Anne-à-Valette, les dégâts des eaux sont sans précédent, comme dans cette crèche. Il y a de l'eau partout dans la rue. J'ai pas pu entrer dans la crèche ce matin, donc on a attendu que l'eau baisse un petit peu, parce que j'avais de l'eau même dans les bottes. Et donc c'était assez... je suis émue de vous raconter ça parce que c'était vraiment difficile à constater ça, là, à voir comment ça s'est passé. Donc on a tout perdu en fait, on a tout perdu. Déjà on a fermé la crèche pour les 3 jours qui viennent là, jeudi, vendredi, les 2 jours dis-je. Donc on va pour essayer de nettoyer puisque c'est pas évident. De l'autre côté de la rue, ce riverain s'est réveillé à 4h du matin pour sauver ses meubles. Déjà habitué à cette situation, il a opté pour la pompe pour évacuer l'eau. C'est de la prévision. Donc voyant ce qui se passe à l'extérieur, je me suis procuré une petite pompe pour pouvoir évacuer le surplus d'eau que j'ai dans la cour et dans la maison également. Et donc ça me facilite la chose. Mais c'est la même organisation, mais un peu améliorée. Je suis en train de faire des travaux de maçonnerie pour essayer de colmater ce genre de choses. Et au niveau de la municipalité, il faut qu'ils fassent l'effort de nettoyer les canalisations. Face aux dégâts des eaux subis par les riverains, la mairie dit tout mettre en œuvre pour éviter ce phénomène. Comble de malchance, nous avons commencé depuis lundi le curage de ce canal pour permettre l'évacuation des eaux pluviales, parce qu'il s'agit d'eau pluviale. Mais nous avons trouvé un canal vraiment rempli d'alluvions, rempli de détritus, de sable, et il faut... Aujourd'hui, nous sommes en train d'ouvrir ce canal pour pouvoir enlever le sable qui s'y trouve et les alluvions avant de pouvoir faire le curage du canal. Il est prévu de fortes pluies orageuses sur tout l'archipel jusqu'à demain. Il est important néanmoins de se renseigner avant d'entreprendre un déplacement et soyez prudents. Précisons que l'alerte jaune est maintenue sur l'ensemble de l'archipel. Il nous avait été donné de noter pendant le tour de la Guadeloupe que là non plus, alors qu'il pleuvait abondamment, que les coureurs affrontaient des situations véritablement importantes et que l'alerte jaune n'avait même pas été déclenchée. Georges Calixte, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en sciences politiques. Vous avez soulevé cette question dans un article, la question de l'alerte, de l'information pendant la période cyclonique, dans un article du quotidien France Antilles, ce qui vous a attiré une réponse de Météo France. Quels sont les arguments que vous aviez développés à l'époque sur, on va dire, entre guillemets, cette défaillance du système d'alerte? Alors, il se trouve que le système d'alerte n'est pas suffisamment dans une logique d'anticipation. Or, à l'heure actuelle, il faut savoir que les communes ont un plan de prévention des risques naturels. Les communes sont responsables de la gestion des inondations et que, pardon, en fonction du niveau de vigilance, il y a à la fois des conséquences politiques, mais il y a également des conséquences juridiques. Or, ce que j'avais soulevé, c'est que, ne serait-ce que pour une vigilance orange, et lorsque le plan de prévention des risques naturels prévoit des zones inondables, il faut par exemple que les services techniques soient mobilisés, qu'il y ait davantage d'astreintes
Et n'oublions pas que même sur le plan juridique, lorsqu'il y a des recherches de responsabilité, on l'a vu au niveau des abîmes, le juge administratif, en fonction du niveau de vigilance, recherche le niveau de négligence de plus en plus important. Autrement dit, un niveau de vigilance orange nécessite des dispositions très particulières des municipalités. Or, c'est vrai que Météo France s'appuie beaucoup sur les données américaines, ce qui est normal. Le National Hurricane Center est responsable de la zone atlantique, mais a donné en l'occurrence des informations sérieuses en disant que les zones où était le mauvais temps risquaient de fortes pluies. Risquaient de fortes pluies. Le problème, c'est que les phénomènes tropicaux sont parfois difficiles à appréhender. Il y a ce qu'on appelle des fragmentations nuageuses, enfin les spécialistes en météorologie le diront mieux que moi. Et il se trouve que ces fragmentations nuageuses ont fait qu'il y a eu des précipitations beaucoup plus importantes que d'autres endroits. Or, les communes sont responsables. Donc, toute la problématique à l'heure actuelle, et ça, ce sont les météorologues qui doivent se mettre d'accord, lorsqu'un phénomène est à 300-400 km de nos côtes, normalement, ils doivent être, en tout cas ces phénomènes, pris en compte, de telle sorte que les municipalités puissent mettre en place la logistique nécessaire pour anticiper. Mais il ne faut pas que le niveau de vigilance orange soit déclenché trop tard par rapport à l'importance des précipitations. Sinon, à ce moment-là, les municipalités sont mises devant le fait accompli. Et compte tenu que les administrés sont de plus en plus querelleurs, on l'a vu au niveau des abîmes, mais on aura, compte tenu du fait qu'il y a ce plan de prévention des risques naturels, une responsabilité juridique de la commune en matière de prévention des inondations, on aura de plus en plus de contentieux qui sont liés aux prévisions météorologiques de Météo France. Et les communes peuvent peut-être se retourner vers qui? Parce que c'est quand même le préfet qui déclenche l'alerte sur les informations qui sont données par Météo France. Alors pour l'instant, la juridiction, en tout cas administrative, est assez disparate sur cet aspect-là. Et je ne connais pas, en ce qui me concerne, de cas de figure où une collectivité se soit retournée par rapport à Météo France, tout simplement parce que Météo France est dans le principe de prévision et non pas dans le principe d'affirmation. Il n'y a pas de certitude. Il n'y a absolument pas de certitude. Sur ce qui s'est passé hier soir, on a vu qu'il a commencé à pleuvoir de très tôt dans la soirée et que l'alerte a été déclenchée, on a l'impression d'une certaine précipitation. L'alerte orange, l'alerte jaune, c'est l'insuffisance d'anticipation. Et là, je vous dis, il faut laisser aux techniciens, aux ingénieurs de la météorologie le soin de réfléchir à ce phénomène, mais les alertes, lorsqu'elles sont déclenchées, soit qu'elles le sont par, je l'ai dit, mesures de précaution, c'est-à-dire qu'on voit une vigilance jaune, mais on ne voit pas les précipitations fortes pluies orages qui étaient annoncées, ou alors on voit se déclencher la vigilance orange, mais alors que le processus est déjà bien lancé et que le nombre de précipitations sont conséquentes. Au niveau des communes, est-ce que vous pensez que les communes doivent-elles se réunir pour être mieux informées sur la gestion de ces alertes? Parce que la saison cyclonique permet aussi de préparer tout ça. À votre avis, est-ce que vous avez le sentiment que tout cela est préparé? Parce qu'il faut se préparer depuis le mois de juin, c'est prévu dans le plan. Les communes, tout à fait, se préparent de plus en plus. D'ailleurs, la préfecture fait des simulations et vérifie que les plans secs des différentes communes sont bien en place. Mais là encore, je vous dis, tout est question d'anticipation au niveau des prévisions et malheureusement, il faut reconnaître qu'il y a quelques failles, alors qui s'expliquent par le caractère tropical des phénomènes, mais qui actuellement est de plus en plus crucial, puisqu'avant on écoutait la météorologie pour savoir si on va à la plage. Là maintenant, un maire écoute la météorologie pour savoir jusqu'à quel niveau sa responsabilité civile, voire pénale, est engagée. Le problème est différent. Donc que fait-on maintenant? Après ce qui s'est passé, on reste sur son quant à soi, on se demande que les choses se passent bien en fait finalement pour les prochains événements à venir, parce qu'on est en plein cœur de la saison cyclonique. Vous avez le sentiment d'être écouté quand vous soulevez ce type de questions? Alors, je soulève ce type de questions parce que je collabore et en tout cas, je m'entretiens régulièrement parce que plusieurs maires m'ont consulté concernant le contentieux sur cet aspect-là, puisque eux-mêmes sont soumis au contentieux et se posent la question, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans le cadre, par exemple, d'un mémoire en défense par rapport aux prévisions météorologiques. C'est donc dans ce cadre-là que j'ai maintes fois été sollicité et que je suis en train d'approfondir justement ces aspects relatifs à la prévision
mais également à la proportionnalité de cette prévision par rapport aux incidences qui peuvent se produire. Et c'est vrai que sur le plan de la jurisprudence, les communes sont très exposées, c'est-à-dire que les citoyens peuvent saisir le tribunal administratif en invoquant des négligences au regard de niveau d'alerte. Par contre, les communes n'ont pas pour l'instant d'argument pour se retourner par rapport à Météo France, par exemple, en mettant en avant le fait qu'ils n'ont pas été suffisamment prévenus et que par conséquent, ça peut atténuer leur responsabilité, mais ça ne peut pas de toute façon aboutir à ce que Météo France, par exemple, soit condamné, tout simplement parce que ça reviendrait, si tel était le cas, à faire en sorte que des prévisions ne soient plus des logiques d'anticipation, mais deviennent des certitudes, ce qui en droit effectivement est difficilement acceptable. Vous parlez de contentieux d'ordre administratif, mais on peut penser que si, par exemple, on a vu le cas ici, pendant le cyclone Marilyn, il y avait une zone de vent qui se situait à 150 km à l'arrière du centre du phénomène et qui a pratiquement noyé la Basse-Terre. Donc on peut avoir aussi des dégâts, des morts, enfin, je veux dire, dans une situation cyclonique si les gens ne sont pas correctement alertés. Alors, à côté de l'aspect lié à la juridiction administrative, vous avez l'aspect lié à la juridiction civile, en particulier les assurances. Oui. Mais écoutez, l'année dernière, pour la tempête Erika, la masse nuageuse la plus active se situait au sud du centre dépressionnaire. Si bien que, alors, c'est plutôt au nord. En général, ça dépend. Vous savez, aujourd'hui, les phénomènes tropicaux, il n'empêche que quand le centre dépressionnaire est passé effectivement au niveau de la Guadeloupe, mais la masse nuageuse était sur la Dominique. Et vous savez quelles en sont les conséquences. Et c'est vrai qu'au niveau des assurances, là encore, le niveau de vigilance détermine également la recherche des précautions prises par les particuliers. Autrement dit, un niveau de vigilance orange qui est déclenché alors même que les pluies sont déjà bien installées et que les dégâts se produisent, l'assurance qui va chercher de toute façon à se dédouaner dira « mais écoutez, vous étiez en vigilance orange » et que par conséquent cette vigilance orange nécessitait de prendre des dispositions particulières, vous ne les avez pas prises, donc vous êtes en situation de négligence. En tout cas, vous n'avez pas mené toutes les diligences qu'il fallait pour vous mettre à l'abri. Et c'est comme ça que la prévision, en tout cas tout ce qui concerne la vigilance, a des incidents, je vous ai dit, politiques par rapport aux différents plans, mais également juridiques, et tant pour la juridiction administrative que pour la juridiction civile concernant les assurances. Donc une prévision actuellement n'est plus une affaire... améliorer, on va dire. Oui, non, mais c'est plus une affaire, si vous voulez, de qualité ou de bien-être personnel. Oui. Ça a des conséquences politiques et juridiques. Alors, Georges Calix, je sais que vous venez de Marie-Galante, vous connaissez bien ce pays, que vous aimez. Eh bien, il se trouve qu'un Marie-Galantais qui avait disparu a été retrouvé mort dans une voiture. Il est resté 5 jours en bordure de la Riviera et que, bon, si l'odeur n'avait pas dérangé les habitants, bon, tout le monde, on va dire, employant un mot pour dire ça, tout le monde s'en foutrait. Voici le reportage de Moïse Dexter et de Patrick Curie sur cette délicate question. Mardi dernier, sur la route de la Riviera au Gosier, un corps dans une camionnette a été découvert en état de décomposition avancée. C'est un riverain, alerté par l'odeur, qui lance l'appel. Jeudi dernier, apparemment, certaines personnes ont vu un véhicule se garer sur le côté et apparemment il y avait une personne qui était morte dedans, qui est morte et qui est restée plus d'une semaine à l'intérieur. Je suis allé le voir de loin parce qu'il y avait déjà un périmètre de sécurité et donc apparemment c'était pas beau à voir. Et le véhicule était garé là, mais nous on ne savait pas de quoi il s'agissait. En fait, il y a des gens qui viennent à côté, qui viennent près de nous, il y a des gens qui circulent. Donc on ne sait pas. On va venir chez les vacances, donc on travaille. Et hier, on va dire hier matin, il y a eu le voisin d'à côté qui prend une odeur. Il nous alerte, il nous dit que oui, il y a quelqu'un dans la voiture en décomposition. Donc on a été voir, on a appelé les secours, on a appelé la police. Ils ont pris du temps à venir, mais ils sont venus. Et c'est quand ils ont constaté que c'était quelqu'un qui était mort dans le véhicule. Donc par rapport à ça, l'odeur, à ce moment-là, elle était insoutenable, quoi. On n'a pas encore des infos. Apparemment, ce n'est pas le propriétaire du véhicule, on ne sait pas. On ne sait pas. Franchement, on est sans nouvelles. L'identité de l'homme a été dévoilée. Il s'agit d'un sexagénaire originaire de Marie-Galante.
Il était recherché par toute sa famille depuis vendredi. L'autopsie en cours révélera dans quelles conditions le décès est survenu. À Capesterre-Belle-Eau, le conflit semble vouloir s'inscrire dans l'histoire par sa durée exceptionnelle. Les habitants si passifs, depuis que le conflit a commencé, ont décidé de donner de la voix et se sont regroupés dans un collectif autour de Georges Nandan. Ils demandent à l'État d'intervenir pour mettre un terme à cette situation qui pose beaucoup de problèmes dans la commune. Le reportage de Karen Diama. Exaspérés par la grève des employés municipaux qui touchent leur ville, les habitants de Capesterre-Belle-Eau ont décidé de monter au créneau. Nous en avons un petit peu marre. Nous sommes vraiment dans une attitude totale que les choses n'avancent pas dans ce conflit que notre commune subit depuis bientôt 4 mois. Je tiens à rappeler que nous ne comprenions pas vraiment pourquoi que dure aussi longtemps ce conflit et que personne au-dessus des autorités communaux, bien entendu, et des grévistes, n'ont pas un médiateur qui a le consensus total d'apporter une solution à ce conflit. Je tiens à dire que nous ne sommes pas dans ce collectif, ni pour l'un ni pour l'autre. Ce que nous demandons tout simplement, c'est que l'État français puisse jouer son rôle de plein droit dans ce conflit, car nous sommes une commune de France et de Navarre. Alors pour faire avancer les choses, entouré de plusieurs riverains, il lancera dès samedi un collectif de sauvegarde des intérêts de Capesterre-Belle-Eau. Objectif, interpeller l'État sur la durée de cette mobilisation. Nous avons envoyé des mails au service du Premier ministre, M. Manuel Valls, ainsi qu'à Mme Georges Paul-Angevin. Nous attendons depuis lundi, ces mails sont partis, les réponses à notre demande, et de là, nous allons mettre en place, avec ces hommes et ces femmes, certaines actions que là, l'État sera obligé d'intervenir. Je ne dirai pas lesquelles. Vous comprenez très bien qu'ici, en Guadeloupe, il faut pour que les choses puissent bouger, il faut mettre en place des actions pour que là, le préfet de plein droit de ces services seront obligés d'intervenir et va devoir réunir les parties et trouver un terrain d'entente. Débutée le 2 mai dernier, cette mobilisation des employés municipaux aura véritablement impacté le quotidien des usagers, une situation qu'ils souhaitent voir réglée au plus vite. Le maire essaie par tout moyen de trouver une solution avec ses conseillers municipaux. Malheureusement, les grévistes sont là aussi, revendiquent leurs droits qui sont peut-être justifiés. Nous comprenons tout à fait leur positionnement, mais ce que nous interpellons, nous, Capestériens, population, nous ne pouvons pas subir toutes sortes de difficultés à cause de conflits qui paralysent les services communaux. Par exemple, avoir besoin d'une pièce pour la rentrée scolaire, d'extrait d'acte de naissance, de fiche d'état civil, il n'y a aucune autre mairie qui peut nous le délivrer cela. Donc, les mariages qui devaient être faits pendant cette durée n'ont pas pu se faire. Nous sommes un peu interpellés. Vous savez, la vie d'une commune, la vie d'une cité, c'est sa commune. Quand on a une commune qui est fermée et qu'on a des attentes des pièces qu'on a besoin de la vie courante, on ne peut pas y accéder. Cela est troublant. En attendant la création officielle de ce collectif, une nouvelle rencontre est prévue demain matin entre syndicats et municipalités. Les acteurs s'activent en coulisses pour résoudre ce conflit. Un peu de politique maintenant. Nicolas Sarkozy, comme vous le savez, a annoncé sa candidature à la primaire de la droite et du centre. Dans un livre qui est paru aujourd'hui, l'ancien chef de l'État tente un pari audacieux, reconquérir l'Élysée après avoir été battu en 2012 par François Hollande. Pensez-vous une telle chose possible? Karen Diama vous a posé la question. Voici vos réponses. Mais il a été battu, je ne pense pas qu'il aurait des chances, hein, parce qu'il y a trop de candidats, mais même dans son camp, il n'est pas leader. Et quand dans ton camp, tu n'es pas leader, alors il vaut mieux abandonner. Hein. Je pense qu'il n'a pas de chance. Je suis de politique de loin et je dis que les dessous de la politique, on ne les connaît pas. Moi, je ne les connais pas. On fait de la politique sans en faire, mais par rapport à tout ce qu'il y a eu autour de lui, et vu le contexte actuel, je ne pense pas qu'il ait de chance. Je peux me tromper, finalement. Je peux me tromper. Moi, je ne le souhaite pas. Pourquoi ? Je ne souhaite pas qu'il soit candidat parce qu'il faudrait que cette population se réveille un petit peu. On nous a assez menés en bateau. Il s'est enrichi. Vous avez suivi l'affaire Bettencourt et d'autres affaires encore. On en a assez. C'est que nous, les petits, les malheureux, entre guillemets, qui en pâtissent. Donc il faudrait arrêter ça. Mettre quelqu'un d'autre, mais surtout pas lui.
je dirais que peut-être oui, peut-être non. Ça peut être oui, ça peut être aussi non. Mais connaissant le caractère et la mentalité des Français, je ne pense pas qu'ils vont réélire un président qu'ils avaient déjà refusé d'être leur président. François Hollande, le Sarkozy te dit François Hollande. Est-ce que quelqu'un peut faire ça fait-là? Il te dit tout, Guadeloupéens, toutes les Antillais, ben va faire. L'année prochaine, ils savent qu'il y a un défaut, ils font fac. Ils ont fait tomber Sarkozy, c'est parce qu'ils ont remarqué que Sarkozy n'allait pas dans le sens des Français. Et si aujourd'hui, il se représente, je pense que les Français ne vont pas changer d'avis si vite, parce que ce sont des gens qui n'oublient pas. La politique ne m'intéresse pas. Je suis à la retraite, c'est la seule chose qui m'intéresse. Mon petit bonnet qui vient chaque mois, c'est tout. Je prie pour qu'il n'y ait pas plus de chance pour ce monsieur-là. Mais je ne pense pas. Les Français sont assez majeurs, responsables, avertis pour ne pas commettre cette erreur-là. Voilà pour les premières réactions, mais la campagne ne fait que commencer. La Guadeloupe subirait-elle une invasion de méduses? En tout cas, depuis quelques jours, on ne cesse de ramasser sur les plages des méduses. Ces bestioles grattent et peuvent causer de graves ennuis à ceux qui rentrent en contact avec elles. Reportage explicatif, Isabelle Abou. Réchauffement climatique, surpêche, pollution, tous ces fléaux profitent aux méduses qui s'invitent sur nos plages. Plusieurs ont été vues hier au Gosier. Pour expliquer leur présence, direction l'école de la mer pour mieux comprendre le fonctionnement de l'espèce. Une méduse, pour commencer, avant de voir la méduse qui nage, c'est ce qu'on appelle un polype. C'est-à-dire c'est une sorte de petit corail, on va dire, comme c'est un petit corail, qui est fixé sur un rocher. Et ça, c'est un peu comme l'œuf de la méduse. Cet œuf, ce polype peut se multiplier. Il va se multiplier tranquillement, c'est ce qu'on appelle une reproduction asexuée. Et à un moment, ils vont manger du zooplancton. D'accord, donc des petites crevettes qu'il y aura dans l'eau. Mais au bout d'un moment, et quand il y a beaucoup à manger, ces polypes, vu avec la température qui augmente, vont éclore, vont donner naissance à plein de petites méduses qui vont grossir très rapidement parce qu'il y a beaucoup de plancton et on va avoir une invasion de méduses. Une situation aggravée par le réchauffement des eaux, mais aussi par la pollution. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le zooplancton ne peut avoir lieu que si il fait chaud et que si surtout il a à manger. Et à manger, c'est quoi? Ce sont des algues. Les algues sont dues souvent à la pollution et la pollution souvent humaine. Donc si on pollue nos eaux, on va rajouter des nitrates, des phosphates dans l'eau qui permettront de faire pousser les algues, qui donneront à manger aux zooplanctons, qui donneront à manger aux méduses. Si en plus il fait chaud, comme en ce moment, une chaleur assez importante, automatiquement les méduses, elles ont tout ce qu'il faut pour proliférer. Et lors d'une baignade en présence de méduses. Si on voit des méduses, ne pas s'approcher d'elles, parce que la méduse, c'est pas juste en la touchant qu'elle va nous piquer, elle a ce qu'on appelle des clindocytes, donc des sortes de harpons qu'elle peut harponner à distance. Donc une méduse, même si elle a quelques centimètres d'elle, elle est capable de nous harponner avec des toutes petites choses microscopiques qu'on ne voit pas, des filaments microscopiques. Donc même si vous ne l'avez pas touchée, elle peut vous avoir touché. Donc souvent une méduse, le mieux tout c'est s'éloigner d'elle, et s'il y en a beaucoup, le mieux tout c'est de se baigner un peu plus loin et d'attendre le lendemain ou sur le lendemain que la nappe soit partie. Attention aussi aux méduses appelées galères portugaises, déjà repérées dans nos eaux. Elles peuvent provoquer des réactions allergiques. Reportage explicatif d'Isabelle Abou. À la Martinique, on ne veut absolument pas de l'usine biomasse qui va être installée au Galion, dans la région de Trinité. Les militants de la SOPAMAR, l'Association pour la défense du patrimoine martiniquais, ont bloqué la route à un convoi qui devait accéder à ce site pour livrer du matériel. Ils ne veulent pas de cette usine parce qu'ils pensent qu'elle est en mesure de polluer la Martinique. Reportage de nos confrères de la TV Martinique. Vous n'avez pas prévu d'heure de fin de prévu? Je ne peux pas vous répondre là-dessus. Non à l'ouverture de la nouvelle centrale. Pour se faire entendre, la trentaine de membres de la SOPAMAR a décidé de bloquer la livraison de matériaux de construction directement au port. Notre problème, c'est que cette usine ne soit jamais en route. Donc, qu'ils fassent leurs affaires, qu'ils fassent illégalement, qu'ils ne respectent pas le périmètre de sécurité parce que je rappelle que le site du Galion est une zone classée. Qu'on n'attende pas les décisions du tribunal administratif qu'on fasse illégalement, ça c'est leur problème. Ce ralentissement n'a pas empêché ce matin les ouvriers de travailler, mais pour la direction d'Albioma, ce blocage est un manque à gagner évident. On essaie de gérer au mieux, il y a des retards clairs, certes sur le chantier. Nos sous-traitants sont impactés, c'est du travail qu'ils avaient prévu qu'ils n'ont pas à faire. Donc il y a des mesures qui vont être mises en place, qui vont coûter de l'argent. Mais on essaie de gérer cette situation qui est arrivée hier soir
alors qu'on avait toutes les autorisations pour faire ce transport. Pour les membres de l'association, l'ouverture de cette centrale représente trop de dangers pour la population. Nous savons que nous voulons protéger la rivière du Galion, nous voulons protéger l'embouchure du Galion, nous voulons protéger la vallée du Galion et nous voulons empêcher que des particules fines supplémentaires viennent encombrer nos poumons. Mais de son côté, Albioma certifie que ce projet, qui a coûté plus de 170 millions d'euros, respecte scrupuleusement les normes nationales et européennes de l'environnement. Aujourd'hui, avec la construction de cette nouvelle centrale, on va améliorer la situation existante. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les études d'impact qui ont été réalisées avant la construction de ce projet et par des cabinets qui sont indépendants, par des experts. Au début de sa mandature, la CTM s'était opposée au projet, mais n'a toujours pas réagi aux récents événements. La Sopamar a promis de continuer son mouvement jusqu'au 5 septembre prochain. Vous êtes sur ATV Guadeloupe, nous allons au cœur de votre vie quotidienne. Restez avec nous. Dans un instant, Linda Kaersi et moi-même, nous vous convierons à la Maison du Cacao pour un très bon chocolat et un lieu très délicieux. Et nous trouverons abri également dans le parc national car il pleut et que les abris du parc ont été rénovés. C'est le Guyanais Ludovic Exfort qui a remporté la 5e étape du Tour de Guyane. Cette étape s'est courue entre la ville de Mana et la ville d'Apatou, devant le Martiniquais Hervé Arcade. Et le Guadeloupéen de la sélection de la Guadeloupe conserve toujours le maillot jaune. Voici le compte-rendu du jour par nos confrères d'ATV Guyane. Il le voulait, il l'a fait. Ludovic Exfort du Vélo Club de Kourou remporte la 5e étape du Tour. Pour cette arrivée à Patou, il s'impose devant le Martiniquais Hervé Arcade et l'Allemand Tim Reske. Aujourd'hui, j'avais décidé de faire la course. Voilà, j'ai observé les coureurs pendant 2-3 jours. Je savais que j'avais les capacités de faire péter aujourd'hui parce que j'étais bien. Voilà quoi, donc j'ai fait tout, je suis à 10 minutes donc je me suis découvert et ça a payé quoi. J'ai pressenti un peu qu'ils n'étaient pas si bien que ça quoi. Donc sur la fin j'ai vu qu'un groupe est revenu, ça a attaqué. Je me suis réveillé un peu parce que quand c'est assez long comme ça dans une course, on a tendance à un petit peu s'endormir. J'espère que je les ai fait plaisir, tout le monde, toute la Guyane quoi. Parce que moi c'est une belle victoire sur le Tour de Guyane. C'est beau, c'est vrai que je gagne souvent au sprint, mais je sais aussi gagner en solidaire. Ce matin, les coureurs ont de nouveau pris la route de l'Ouest. Au programme 164 km, l'étape la plus longue de la compétition. Après un départ de Mana, il faut attendre 40 km de course au niveau de la bretelle de Mana pour voir 4 cyclistes s'échapper. Parmi le groupe de tête, on retrouve notamment Jimmy Coutan du VCK. Mais quelques kilomètres plus loin, le peloton revient. Autre lieu fort, l'arrivée à Saint-Laurent. 15 hommes s'échappent du peloton, parmi eux 4 Guyanais, Ludovic Exfort, Ludovic Dantin du club de Guyane, Teddy Ringuet de l'USL Montjoli et Cléva Bensa de l'Espoir cycliste guyanais. Avec eux également le Nancéen Gérard Béguin qui avait une bonne carte à jouer. Avec 2 minutes 10 d'avance sur le peloton et sur le premier Kélian Duro, il a été pendant une 60aine de kilomètres virtuellement maillot jaune. Mais les Guadeloupéens ramènent le peloton sur la route d'Apatou à une 15aine de kilomètres de l'arrivée. Le groupe se reforme. On a manqué de vigilance. Lorsqu'on possède un maillot jaune et nous sommes aussi 3e au général, on doit faire un choix. Donc on ne calcule plus les étapes et on a gagné parce que nous sommes arrivés groupés. Mais la priorité reste ce classement général qu'on se doit de défendre. Si les garçons ont énormément travaillé aujourd'hui, demain ce sera un jour clé étant donné qu'on a le contre-la-montre individuel demain après-midi. Donc on va miser sur cette journée de demain pour pouvoir nous asseoir vraiment. À 7 km de l'arrivée, le Kouroussien Ludovic Exfort s'extirpe du peloton avant de se faire rattraper par Hervé Arcade. Et c'est au sprint final que s'impose le coureur du VCK. Au classement général, le Martiniquais Hervé Arcade fait la bonne opération du jour. Il récupère la seconde place à 25 secondes du Guadeloupéen Kélian Duro qui conserve son maillot jaune. Pour vous rendre la balade en forêt plus sympathique, plus sûre, plus agréable, le parc national a eu une excellente idée, réparer les abris qui avaient été laissés à l'abandon. Maintenant, les 5 abris du parc situés au cœur même de la forêt ont été réparés et cela vous permettra d'aller en balade en toute tranquillité. Reportage Linda Kaersi. À 20 minutes de la départementale du col des Mamelles, en plein cœur des grands arbres de la forêt, l'abri morne léger. On peut mettre entre 12 et 15 personnes, avec des hamacs aussi, ce qui fait que vraiment sur cet abri peut avoir encore plus de personnes.
une petite table pour pouvoir s'alimenter ou se reposer. Voilà. Ce ne sont pas moins de 5 abris de ce genre qui ont fait peau neuve, des travaux de rénovation qui ont duré plus d'1 an et qui ont nécessité des moyens particuliers, tels qu'un hélicoptère pour le transport des matériaux. Alors du coup, on a changé la plupart de ces abris, c'est surtout le bardage tout autour. Les volets que vous avez vus, qui sont encore tout neufs, puisqu'à l'époque c'était des persiennes, mais bon, ça faisait passer quand même l'air et puis le flou d'humidité, et aussi le point d'eau. Autre particularité des abris rénovés, ils jalonnent le GRG1, communément appelé la trace des Alizés, le seul sentier de grande randonnée en Guadeloupe qui traverse la Basse-Terre du Sud, au nord, en cheminant sur les crêtes. Sans GR, il n'y a pas eu abri, sans abri, il n'y a pas eu GR. Puisqu'il faut bien savoir que ce GR, quand même, GRG1, fait environ du nord au sud, ou du sud au nord, environ 110 km. Donc pour cela, il fallait quand même trouver des abris pour que le randonneur puisse se reposer. Après l'effort donc du réconfort, pour découvrir la nature profonde de la Guadeloupe, coût total de l'opération de rénovation des abris, plus de 300 000 €. Et c'est bien dit cela, après l'effort, le réconfort, ça peut être un bon chocolat. Et puis surtout, si vous êtes dans le parc national, vous pouvez continuer, vous traversez, vous tombez à la Maison du Cacao, là où on rend sa saveur originelle au chocolat. Bonjour à vous, bienvenue à la Maison du Cacao. Je vais vous inviter à me suivre au jardin pour découvrir la Maison du Cacao et ce qu'elle vous propose. La Maison du Cacao, une fève précieuse au cœur d'un écomusée dédié au chocolat traditionnel. Donc vous allez retrouver les différentes variétés de cacao que l'on peut trouver partout, c'est-à-dire les 3 grandes familles, aussi bien le Forastero, le Trinitario que le Criollo, qui est tant convoité un peu par les grands chocolatiers que l'on trouve dans le monde. Voilà, donc un terroir qui nous offre un cacao, je pense, d'une plutôt bonne qualité. Ici, on découvre l'art de cultiver le cacao, l'origine du chocolat, mais surtout sa fabrication. Donc ça veut dire que l'on va procéder à l'écabossage, que l'on va ensuite procéder à la fermentation. Donc vous allez voir, là vous avez un exemple. Donc système de fermentation, des amandes dans des bacs, voilà, avec la feuille de banane. Donc ensuite, on a le séchage. Voilà, qui permet d'obtenir donc ensuite la fève de cacao. Donc c'est à ce stade-là que le cacao va partir donc, dans les pays transformateurs. Une fabrication traditionnelle aux saveurs d'antan. Chocolat originel, spécialité maison. C'est une invitation à un voyage gustatif. La volonté vraiment de la Maison du Cacao, c'était vraiment d'être producteur, transformateur de cacao, mais aussi artisan chocolatier. Donc de pouvoir créer, donc on crée des recettes qui ne datent pas d'aujourd'hui, parce que c'est vrai que depuis, on expérimente au fil du temps, mais c'est vrai qu'on a aujourd'hui des recettes dont on peut être vraiment très très fier, donc le rocher de Pointe-Noire qu'on a créé, cette association du manioc avec le chocolat au lait, oui, et puis remettre un petit peu au goût du jour. On a revisité la recette de grand-mère, le cacodou également. Et après, d'autres recettes à partir de produits des terroirs, des épices ou d'autres choses. La Maison du Cacao a su faire de la douceur la plus appréciée au monde une friandise au goût ancestral. Une bonne idée par temps de pluie à TV Guadeloupe, au cœur de votre vie quotidienne. Voici quelques informations qui pourraient être utiles à votre vie de tous les jours. La vigilance jaune, vous le savez, a été maintenue pour fortes pluies et orages, donc faites attention, surtout sur les routes, parce que par moments, pourtant de pluie, elle glisse. Et des coupures d'électricité, le jeudi 25 août de 8h à 13h à Morne-à-l'Eau, rue du Débarcadère, rue HBHB, rue de Bragelonne, place de la Mairie, rue du Moule, 9h30 à 13h30 à Vieux Habitants, dans la section de Grande-Rivière. Si vous voulez donner votre sang, vous avez le rendez-vous devant l'Hyper-Casino de Basse-Terre demain de 8h30 à 13h pour ce bon geste, donner son sang pour sauver des vies.
C'est la fin de cette édition. Je vous en rappellerai les principaux titres dans un instant.